Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour ces débats de l'été. Débats bien sûr autour des Jeux Olympiques. Et vous le savez, c'est tombé il y a quelques instants. Ça vient de se produire. C'est un moment incroyable pour l'histoire du sport et du triathlon. Pour les Bleus, pour les Français en effet, puisque c'est la première médaille d'or obtenue par des athlètes de triathlon en France, avec une femme, Cassandre Beaugrand, qui rapporte cette 6e médaille d'or à la France et cette première victoire considérable dans l'épreuve du triathlon. Elle est championne olympique ce matin à Paris, chez elle, et à Paris dans la Seine. C'est-à-dire qu'en plus la Seine dont on nous disait hier, non, c'est foutu, on peut pas se baigner. Finalement, elles ont plongé aujourd'hui. Elles ont fait cette course à vélo et puis cette course dans Paris à pied, bien sûr, et c'est donc Cassandre Beaugrand qui a gagné et qui est la championne olympique, avec une ferveur autour des Champs-Élysées dans Paris que vous avez suivi peut-être et qui est formidable. On y reviendra bien sûr dans les JO, les Jeux Olympiques dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz à partir de midi. Premier débat de l'été par ailleurs, comment on fait quand on n'a plus d'eau? Et même si les nappes phréatiques sont pleines sur plus de 70%, et même plus que pleine, elle regorge d'eau dans toute la France. Le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, a bien fait son travail. Il a mesuré qu'il y a de l'eau. Et pourtant, il y a en France 3 départements, les 2 départements de Corse et les Pyrénées-Orientales, qui ont de très gros soucis avec la canicule. Là, l'épisode de canicule vient de s'achever, ou il est en train de s'achever. Les orages sont là, et d'ailleurs, ça coupe les lignes, puisqu'il y a eu de gros orages en Bourgogne. La ligne LGV sud-est qui descend vers Aix-en-Provence, vers Lyon, vers Marseille est coupée. Pour l'instant, la SNCF est à l'œuvre pour essayer de rétablir. Et pourtant, donc, je vous le disais, il y a des régions où l'eau potable manque. La Corse, les Pyrénées-Orientales, on y reviendra dans un instant. Un autre débat de l'été avec un agriculteur des Pyrénées-Orientales et un maire gestionnaire de l'eau dans cette région. Et puis nous irons en Angleterre, où des émeutes, vous le savez, ont éclaté hier soir. Des émeutes contre l'immigration après la dramatique attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 enfants lundi dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et puis enfin, à midi, avec Joseph Ruiz, je vous le disais, les JO dans tous leurs états. Nous reviendrons bien sûr sur l'exceptionnelle victoire de Cassandre Beaugrand, un nom encore à retenir. Nous irons tout simplement du côté de la porte de Versailles, où dans la arena de la porte de Versailles, on va aujourd'hui suivre d'autres espoirs de médailles pour les Français, avec les frères Lebrun. Vous savez, ces 2 frangins qui sont de véritables espoirs et des champions très soutenus par leur public. Dans le tennis de table, ce sera à 15h. Léon Marchand, le nageur, il s'est fixé un sacré défi aujourd'hui avec 2 médailles. Il va tenter 2 médailles d'or au moins dans la même journée. Ça va être très compliqué pour lui. Et puis bien sûr, le triathlon. Bref, ce sont les débats de l'été, c'est l'actualité de l'été. Nos 4 débatteurs, évidemment, aussi, que nous retrouverons à 10h30. Et là, on viendra sur l'actualité au Proche-Orient. Est-ce qu'Israël a atteint ses buts de guerre depuis l'attaque du 7 octobre en tuant tout simplement le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, qui a été abattu en Iran par Israël, sans doute, qui reconnaît cette attaque. Et enfin, dans le Mettez-vous d'accord, à partir de 10h30 jusqu'à midi, nous reviendrons sur la politique française. Est-ce que finalement le président Macron a réussi son opération avec une trêve dont il rêvait, une trêve politique, parce que finalement on ne parle plus du gouvernement nécessaire. Et enfin, il y a le dossier du Sahara occidental, dans lequel le président de la République donne raison au Maroc. C'est la colère des Algériens, la colère de l'Algérie. Nous verrons avec nos invités ce qu'ils pensent de cette affaire. Les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Alors, on est en pleine canicule, ou plutôt ce petit épisode très fort de canicule, de très haute chaleur, est en train en partie de s'achever, notamment sur le nord de l'Hexagone, puisque la sécheresse a été relative, a été écartée par des orages qui ont éclaté. Je vous le disais, ça a un impact déjà sur les lignes SNCF. On y reviendra dans le journal tout à l'heure à 11h. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à l'impact de la sécheresse et des problèmes d'eau dans les Pyrénées-Orientales, qui sont un des rares départements, peut-être un des 3 départements en France, à ne pas avoir récupéré assez d'eau, de pluie, avec un gros déficit de pluie pendant le printemps et l'hiver. Nous sommes avec Pierre Hilary. Bonjour Monsieur Hilary, vous êtes président des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Alors d'abord, quel temps fait-il tout simplement chez vous? Quelle température ce matin dans les Pyrénées-Orientales? Bon, comme très souvent en été, on a des matinées qui sont aux alentours de 25 degrés et ça peut facilement prendre une amplitude de 10 degrés jusqu'à 35 degrés l'après-midi. Oui, jusqu'à 35. Pas l'avantage, vous n'êtes pas monté autour des 40 là ces jours-ci? Si, ça monte à 37, 38, mais je vais dire que c'est pas forcément la température. Enfin, dans le sud de la France, on a l'habitude à ce qu'il fasse quand même chaud. L'été, c'est surtout les épisodes, la météo, les températures, les moyennes se prennent sur l'année. Et c'est surtout les hivers qui sont de plus en plus doux et qui posent vraiment problème. Oui, alors quand vous dites hiver de plus en plus doux, c'est hiver aussi sans pluie, parce que certaines des perturbations qui viennent d'habitude ont été, finalement, elles se sont déroutées. Elles sont pas restées bloquées par les Pyrénées chez vous, et vous avez encore un gros déficit de pluie l'hiver dernier, le printemps dernier. Oui, on a des problèmes de précipitation déjà depuis 3 ans et demi. Bon, ça ne s'arrête pas aux frontières du département des Pyrénées-Orientales. Bon, vous avez cité la Corse. Il y a également l'Aude et le sud de l'Hérault qui a déjà été impacté aussi par des sécheresses. Et malheureusement, eh bien, à quelques centaines de kilomètres d'ici, il pleut à torrent. Donc c'est là où il y a un réel problème et surtout de gestion de cette ressource. Ouais, donc trop d'eau un peu plus haut, mais très très peu chez vous, très peu de réserves. Dans quelle situation se trouvent vos collègues, vos confrères agriculteurs, vous qui êtes viticulteur, je crois aussi? Comment vous gérez ça en ce moment? Mais comment on gère ça? Déjà, dans un premier temps, ils sont au travail, mes collègues, dans diverses filières, au travers des différentes types de filières, fruits et légumes en pleine récolte. Certains moissonnent, certains font les foins pour les bêtes. Les éleveurs sont en estive. Donc voilà, ils sont au travail, mais le moral n'est pas forcément là au vu des premiers retours qu'on peut avoir, avec des récoltes dans l'ensemble très moyennes, parce que, comme vous l'avez dit, trop d'eau par endroit, et dans d'autres secteurs comme le mien, eh bien, il n'y en a pas suffisamment. Et alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les fruits mûrissent trop tôt, ils éclatent? À quoi vous êtes confrontés très concrètement, vos confrères et vous? Vous avez les problèmes les moins graves, je vais dire, c'est dans un premier temps des calibres, par exemple sur les fruits ou légumes qui sont pas respectés, petits, donc ouais. qui peuvent être réformés, des fruits qui deviennent mous parce que par stress hydrique. Et ensuite, dans le pire des cas, vous avez par rapport à la sécheresse, vous avez des arbres qui meurent littéralement. Donc c'est quand même des perspectives et un capital qui disparaît. Oui, alors Pierre Hilary, je rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs de l'Occitanie. Votre principal objectif, c'était de pouvoir construire des retenues d'eau. Et là, vous dites, on n'y est pas du tout, notamment dans les Aspres. On n'y est pas du tout. Les dossiers n'avancent pas, les chantiers n'avancent pas. Mais les chantiers n'avancent pas, et je vais vous dire que c'est cette gestion de la ressource qui nous est compliquée. Il y a 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur la France en général, voilà, entre la pluie et la neige. Vous avez que 3 milliards de mètres cubes qui sont utilisés par l'agriculture pour sa transformation en alimentation. Et quand vous voyez que ça représente environ 90% des terres agricoles qui ne sont pas irriguées, bien que certaines nous font passer trop souvent pour des filières de productivisme, etc. Un petit projet, c'est 3 à 5 ans, difficilement finançable par la situation financière que connaissent nos exploitations agricoles dans le sud de la France, notamment en Occitanie. Et ensuite, des grands projets, vous avez 5 à 10 ans. Donc notre première mission, c'est d'installer des jeunes. Et dans ces conditions, on a beaucoup de mal à donner des perspectives à ces jeunes et à les sécuriser face aux différents aléas climatiques qu'ils peuvent connaître. Oui, alors merci Pierre Hilary, donc jeune agriculteur, président des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Vous êtes vous-même viticulteur, je crois, c'est ça?
Oui, viticulteur dans le nord-ouest du département des Pyrénées-Orientales. Et vous allez pouvoir quand même récolter, faire vos récoltes à quel moment ? Alors c'est la grande question parce qu'on a quand on parle de stress hydrique, on parle d'une hétérogénéité au niveau des maturités. Donc vous avez certains fruits qui mûrissent plus vite que d'autres. Du mégrandage, c'est des petits grains qui n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Et donc le choix de la date de récolte sera très compliqué. Il va falloir trouver un équilibre entre. Mais vous imaginez vos vendanges pour quoi ? Pour septembre ? Ah non. Enfin, on a pour produire certains vins doux, on va avoir par exemple des récoltes qui peuvent commencer d'ici une quinzaine de jours. Ça dépend des secteurs. Moi, c'est un peu plus tardif. Vous avez la plaine vers chez moi qui peut commencer facilement, je pense vers le 10 août. C'est fort possible. Oui. Eh ben, merci Pierre Hilary, et on est fidèle au vin doux de votre région catalane française, de la Catalogne française. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct. Je vais me tourner vers Nicolas Garcia. Vous êtes là, monsieur le maire ? Oui, j'avais plus de réseau, on a été coupé. Eh oui, j'ai entendu ça à l'instant, mais on vous a récupéré grâce à Jamel Abdelak, notre réalisateur. Alors, vous êtes vice-président, monsieur le maire, du département des Pyrénées-Orientales, et vous gérez, vous êtes président du syndicat des nappes du Roussillon, c'est-à-dire un des syndicats de gestion des bassins d'eau. Cette situation de sécheresse, en ce moment, à la différence du reste de l'Hexagone, c'est compliqué pour vous. Oui, c'est très compliqué et en fait on n'en est pas sorti. Il y a des conséquences de la sécheresse de l'an dernier, ça a été dit par le peu que j'ai entendu mon prédécesseur au micro. Effectivement des conséquences, mais la sécheresse continue. On en parle peut-être un peu moins parce que on ne voulait peut-être pas effrayer les gens qui viennent chez nous en vacances, mais la sécheresse continue, elle s'accumule. En fait, c'est la 3e année où on est en déficit, on atteint des déficits historiques et on est ric-rac sur une quarantaine de communes, c'est-à-dire que sous surveillance de l'ARS, il ne pleut pas, les réserves d'eau sont à des niveaux bas historiques, il y a guère que le barrage de Vinça qui est sur une vallée de la Tête importante pour l'agriculture, mais les autres sont vraiment en difficulté, quoi. Oui, vous dites c'est ric-rac. Enfin, les images satellites montrent que depuis 2020-21, visiblement, les terres arides, l'assèchement, le désert, au fond, c'est le terme employé par le BRGM. Le désert progresse dans votre région. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place ? Il y a eu le Premier ministre est venu en mai, si je me souviens bien, pour essayer de mettre en place un plan eau. Et ça suit pas aujourd'hui. Non, c'est le ministre Béchu qui est venu. C'est le ministre de l'écologie, Béchu, oui. Oui, en fait, les choses qui ont été annoncées, elles se mettent progressivement en place en matière d'eau. Je veux dire, on prend pas une décision aujourd'hui, on l'applique demain. Il y a des marchés publics, il y a des choses très importantes, ce sont des sommes. Mais même si ça se met en place, aujourd'hui, je crois qu'on a loupé le coche. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je pense que la réponse qui a été apportée pour calmer les esprits, à savoir une dépense de 10 millions d'euros et quelques projets intéressants, quelques projets destinés à accepter par l'État, ne sont pas au niveau de la réponse qu'on peut amener et surtout du service qu'on aurait pu rendre au reste des départements qui vont être touchés par la sécheresse dès maintenant ou dans quelques années. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour aller plus vite et quand même répondre à ce problème ? Alors, plus vite, ça va être compliqué, parce que je vous dis, naturellement, quand on veut faire venir un tuyau du Rhône, ça se fait pas en 15 jours, ça se fait en 15 ans, mais pas en 15 jours. Oui. Quand on veut réparer des canalisations dans une commune, tout de suite, on est sous le coup des marchés publics. Donc, il faut trouver les financements, repérer les fuites, et ensuite les marchés publics. Donc, c'est jamais du temps court, c'est du temps moyen, du temps long. Mais là où on loupe le coche, c'est que on sait que la France, enfin, en tout cas, on croit savoir que la France, et moi j'ai confiance aux scientifiques, va être touchée par cette sécheresse beaucoup plus largement que les Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, ça a été un peu dit juste avant. Et donc, tout le monde reconnaît que les Pyrénées-Orientales sont un département, j'ai envie de dire pilote, mais c'est pas le mot, pour la sécheresse aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un des départements qui est touché par la sécheresse depuis longtemps et sur l'ensemble du territoire.
et donc on doit travailler à la manière de lutter contre cette sécheresse, de s'adapter et de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il y a des moyens à mettre dans le monde agricole pour aider toutes les reconversions en agroécologie, en agroforesterie. Je crois qu'il faut aider les collectivités à désimperméabiliser les sols pour capter le peu d'eau qui tombe. Je pense qu'il y a des projets d'adducteurs internes entre nos barrages et d'autres retenues d'eau qui doivent être financés. Voilà, je crois qu'il y a des choses à faire. C'est pas 10 millions d'euros qu'il faut, c'est peut-être 100, peut-être 150, mais cette expérience-là, elle va servir au reste du sud de la France, sud-est et sud-ouest, parce qu'on ne va pas être les seuls à être touchés par la sécheresse. Vous dites Nicolas Garcia Merdelne, hein, vous dites bien clairement les Pyrénées-Orientales comme poisson pilote des problèmes d'eau dans le pays, parce que finalement vous êtes dans le grand sud-ouest, au fond, les premières victimes d'une désertification, on peut le dire. Enfin, l'assèchement recule. Quand il pleut, là, il va pleuvoir. Vous risquez d'avoir aujourd'hui ou demain des orages. Il pleut très très fort et vous n'arrivez pas à récupérer l'eau qui tombe en fait. Et vous devriez le faire. Vous pourriez le faire si vous aviez déjà des bassins de rétention. Bien sûr. Alors les bassins de rétention, on a aussi des problèmes pour les faire, hein, parce que voilà, un bassin de rétention pour le faire, il faut 2 ans, 3 ans, il faut dépasser toutes les autorisations, toutes les oppositions, etc. Donc il faut s'organiser pour collecter de l'eau effectivement quand elle tombe. Le meilleur moyen et le moyen qui n'a aucune opposition, qui n'a pas de coût ou peu de coût, c'est de la stocker sous la terre. C'est de la stocker sous la terre, c'est-à-dire de désimperméabiliser ou au travers de nos milliers de kilomètres de canaux, puisqu'on a 3000 kilomètres de canaux dans les Pyrénées-Orientales, c'est énorme. Quand les rivières sont en charge, à l'aide de ces canaux, on peut recharger les nappes, envoyer dans des ouettes, dans des ruisseaux asséchés, dans des ouettes. C'est cette eau-là qui est en excédent à un moment donné. Et c'est ça, il faut pouvoir la récupérer. Voilà. Écoutez, le syndicat des nappes, c'est ça. On a bien compris qu'on a des choses à faire. On l'a bien compris, monsieur le maire et vice-président du département des Pyrénées-Orientales, Nicolas Garcia, président du syndicat des nappes du Roussillon, qui avait quand même des choses à faire, mais que ça allait pas encore assez vite. On a essayé de se pencher quelques minutes sur ce dossier de l'eau et de la canicule, de l'eau, de sa gestion et de la canicule dans cette période de chaleur. Merci à vous aussi d'avoir été en direct avec nous. On va aller en Angleterre, là, et puis on ira à Talence, près de Bordeaux, pour des sujets très différents. Dans un instant, ce sont les débats de l'été. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Il y a un débat qui rebondit pas très loin de chez nous, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. C'est le débat sur l'immigration après l'attaque au couteau dramatique qui a eu lieu lundi, où 3 enfants ont été tués dans cette attaque au couteau et plusieurs, une dizaine de personnes blessées grièvement, des adultes notamment. Tous ces enfants et ces adultes étaient dans une fête, dans une école de danse autour de Taylor Swift. Et puis ce garçon qui est entré et qui a surgi, qui vit en Angleterre depuis l'âge de 6 ans, de parents rwandais. Donc vous imaginez tout de suite évidemment le débat qui a surgi en Grande-Bretagne à nouveau sur l'immigration et les menaces qu'elle fait peser selon ses détracteurs sur la population anglaise notamment, puisque ce garçon a surgi et puis il s'en est pris aux enfants et il en a poignardé 3 qui sont morts. Alors nous sommes avec Maximilien Nagui. Il y a eu des émeutes hier. Vous êtes journaliste franco-britannique. Comment l'affaire s'est produite, Maximilien? Comme les faits d'abord. Peut-être qu'on peut revenir sur les faits et la façon dont ça a été perçu par l'opinion britannique. Oui, bonjour Thierry Guerrier. Alors c'est évidemment une situation absolument dramatique. Donc en fait, on en sait relativement peu de choses. On sait simplement que pendant ce cours de danse que vous avez mentionné, ce jeune de 17 ans, dont on ne connaît pas encore le nom, il faut une décision de justice qui autorise de dévoiler le nom au public de la personne inculpée pour les crimes en question. Donc 3 enfants, 3 fillettes, on l'a rappelé, de 6, 7 et 9 ans. Donc c'est évidemment un traumatisme considérable pour la population locale qui n'est pas habituée, jusqu'à maintenant en tout cas, qui n'a pas été habituée à des violences d'une telle ampleur. Et elle est bien sûr sous le choc
en témoignent bien sûr hier les manifestations très violentes, les émeutes, il faut le dire, devant la mosquée de Southgate. Donc Southport, c'est le lieu où a eu lieu l'attaque. Donc c'est là où c'est près de Liverpool, c'est une 20aine de kilomètres de Liverpool. Oui, voilà, au nord de Liverpool et au sud de Blackpool. Donc on est dans des régions relativement défavorisées, il faut le dire, touchées par l'immigration, mais comme beaucoup d'autres parties du Royaume-Uni, il faut le dire. Et bien sûr, la colère, on l'a vu hier, elle est bien sûr orchestrée par des groupes. La colère, les émeutes d'hier ont été orchestrées en partie par des groupes violents, notamment la English Defence League, qui est une sorte de groupe de droite très, très radical, antisémite et très opposé à l'islam, qui a en partie organisé au moins les émeutes qui ont eu lieu hier devant la mosquée, qu'ils avaient probablement, mais on ne sait pas exactement encore, l'intention d'attaquer. Comment le nouveau Premier ministre britannique, qui est travailliste, mais qui s'est opposé à Corbyn, le leader pro-islamiste du Parti travailliste, comment le Premier ministre actuel, qui vient d'être élu et qui vient de prendre son bureau au 10 Downing Street, gère-t-il cette crise ? Alors, pour l'instant, je pense que cette crise arrive comme un choc, une surprise. Il s'est rendu sur place hier pour déposer une gerbe et bien sûr a publié un tweet présentant toutes ses condoléances. Et ce matin, il a exprimé bien sûr sa colère face aux émeutes qui ont lieu, en promettant que tous ceux qui ont participé à ces émeutes seraient bien sûr poursuivis en justice et condamnés. Alors, pour l'instant, on attend que les faits soient bien élucidés sur les éventuelles motivations de ce jeune de 17 ans, sur l'organisation de cette rixe, même si il s'agit certainement d'une rixe relativement classique organisée par des groupes qui profitent d'une situation pour porter déclencher leur colère. Bon, en tout cas, voilà, on est dans une situation où on attend d'avoir des faits précis, mais le Premier ministre, en tout cas, a réagi comme certainement n'importe quel dirigeant aurait réagi face à un tel événement. Oui, on voit bien monter en Grande-Bretagne en ce moment l'opposition entre certaines communautés musulmanes dont certains de leurs leaders ont pris des responsabilités en étant élus au municipal par exemple, et puis donc l'extrême droite britannique qui elle aujourd'hui profite d'événements aussi graves que ceux-là, aussi dramatiques, sur lesquels on voulait revenir ce matin pour bien comprendre ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la Manche. C'est tout près de chez nous. Merci Maximilien Nagui, journaliste franco-britannique, d'avoir commenté, éclairé notre lanterne sur ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors je vous le disais, il y a un débat étonnant qui a lieu dans une commune près de l'Atlantique, près de Bordeaux. On est à quelques kilomètres de Bordeaux, on va à Talence et on va rejoindre Damien Patureau. Vous êtes fondateur d'une start-up, Lizzy, qui a proposé à la ville de Talence, en Gironde, d'être la première en France, pionnière, puisqu'elle veut permettre aux clients, en général, qu'ils soient jeunes ou pas, ou qu'ils soient étrangers ou pas, de payer tout simplement leurs transactions commerciales quand ils vont chez des commerçants, de payer en crypto-monnaie. Bonjour Damien Patureau. Bonjour Thierry, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, on voudrait comprendre, d'abord la crypto-monnaie, le bitcoin, on dit que c'est pour des grosses masses financières, pour les financiers au niveau international, et pas pour payer sa baguette quand même, ou chez le boucher, on va le voir dans un instant avec le patron de la boucherie Ferrand, Didier Ferrand, qui est à Talence. Mais vous, Damien Patureau, pourquoi vous avez fait cette proposition ? Nous, aujourd'hui, alors, le constat il est assez simple. En France, 10 à 12% des Français ont déjà de la crypto-monnaie. Ça, c'est un fait. C'est une étude récente de l'ADAN qui est sortie et qui prouve aujourd'hui qu'il y a un vrai marché. C'est plus de 500 millions de porteurs de crypto à l'échelle du monde et plus d'1 milliard du coup d'ici 2029. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus ce truc d'anarchistes qui a incompris, etc. C'est plutôt une lame de fond, un mouvement du coup qui porte de plus en plus. Oui, mais c'est 12% de Français qui ont de la crypto-monnaie, qui ont choisi de le faire, qui sont quand même un peu... D'abord, il faut déjà être un peu au courant de comment ça fonctionne, puis surtout, ils ne payent pas leur steak ou leur baguette avec.
C'est notre proposition de valeur justement, puisqu'en effet, quand on a de la crypto, la difficulté, c'est de pouvoir les réinjecter dans l'économie réelle, entre guillemets. Et là, on a un cas d'usage absolument exceptionnel avec la ville de Talence et les associations de cœur de ville, notamment Cœur de Talence et Porte de Talence, où en fait, on rend vraiment du coup la crypto accessible en fait au plus grand nombre et on démocratise vraiment cet usage-là. Comment ça marche? Expliquez-nous en un mot. Puis on va passer la parole à Didier Ferrand, le boucher de Talence. C'est très simple. Le commerçant, en fait, du coup, a accès à une application qui s'appelle l'Easy ProScan qui permet de générer un QR code d'encaissement. On part sur le cas d'usage, par exemple, de la boucherie. Vous allez acheter votre côte de bœuf pour le week-end à 50 €. Du coup, le commerçant saisit le montant, 50 €, génère un QR code. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez simplement besoin de scanner le QR code. Ça vous ouvre une passerelle de paiement, un petit peu comme quand vous payez avec votre compte en banque, c'est à peu près pareil. Et là, vous devez connecter votre banque crypto ou votre wallet qui va vous permettre après de pouvoir payer. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'on garantit, nous, en fait, du coup, aux commerçants que 1 € encaissé en crypto, c'est 1 € de chiffre d'affaires à la fin de la journée. Donc, il n'y a pas de sujet sur la crypto-monnaie, c'est volatile, ça bouge, ça change tout le temps. Le montant, le taux de cette monnaie change beaucoup plus que, évidemment, l'euro. 1 €, c'est 1 €. Alors qu'un bitcoin, ça peut coûter, rapporter moins une journée après, 24 heures après. C'est notre proposition de valeur et c'est pour ça qu'elle est forte. C'est qu'aujourd'hui, on garantit aux commerçants, en effet, que quand il encaisse 1 € de chiffre, quand il fait 1 € de chiffre d'affaires en crypto, c'est 1 € de chiffre d'affaires à la fin de la journée et pas 1,20 € ou 80 centimes le cas échéant. Alors, Damien Patureau, donc, qui est le fondateur de la start-up Lizzy, qui propose le dispositif technique pour ces échanges. J'appelle Didier Ferrand. Vous êtes là, monsieur Ferrand ? Oui, bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes la boucherie Ferrand à Talence, près de Bordeaux. Et alors, vous avez été, vous, dans les années 80, parce que vous êtes un pionnier, vous aimez bien être le premier, l'innovateur, et vous avez été le premier chez vous, dans les années 80, à permettre aux gens de payer leur steak avec la carte bancaire. Au début, on vous regardait en rigolant ou en ricanant un peu, puis finalement, c'est vous qui avez eu raison. Et alors là, vous pensez vraiment que la crypto-monnaie, c'est pas juste pour vous faire de la pub, ça va vraiment fonctionner? Écoutez, ça on aura ça demain. Pour l'instant, il n'y a pas eu de transaction encore. Non, après, je pense que ça s'adresse à une clientèle plutôt jeune, qui doit certainement être pour la plupart en vacances, donc et puis ça va pas se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de vivre, je vivais sans la crypto-monnaie. Bien sûr. Maintenant, pourquoi ne pas aller, s'il y a des personnes qui ne savent pas quoi en faire, pourquoi ne pas aller la chercher? Ça fera un sus de chiffre à faire. Au même titre que les cartes bancaires où tout le monde en avait peur, les anciens, il fallait surtout pas leur en parler. Et puis quelques années après, on pouvait pas, si on leur disait que la machine était en panne, il y avait un problème technique, c'était la fin du monde. Donc la crypto, ça aura peut-être pas le même effet, mais pourquoi pas. Après, comme vous a dit Monsieur Patureau, ça nous engage à rien, à part prendre quelques euros de plus. C'est tout. Mais ça change pas le prix du plat de côte ou du poids d'une bonne pièce de boucher. De bœuf, là, votre pavé de bœuf aujourd'hui, il est à combien? En euros ou en bitcoin au kilo? Écoutez, ça, je crois 20 ou 30 € le kilo, pas tout à fait, mais voilà, un bon pavé. Mais bon, après, c'est toujours la peine, il y a des discours à faire. Et ça fait quoi? Ça fait combien en bitcoin, ça? Vous le savez ou vous savez pas? Aucune idée. Aucune idée. Comprendre, hein. Ah oui, c'est ça, c'est le QR code qu'il présente et puis c'est automatique, c'est ça? Oui, voilà, on se charge de rien. Donc c'est quand même très 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 facile d'utilisation. Même si je ne m'en suis pas servi, j'ai fait le test. Je me suis amené jusqu'au moment du paiement. Ça a apparemment rien de sorcier. Bon. Donc pourquoi pas? Et dites-moi franchement, Didier Ferrand, vous avez des bitcoins? Vous êtes essayé à ça? Non. Ok. Non, pour la simple raison que j'ai 60 ans et que je pense que c'est surtout je pense que c'est des personnes beaucoup plus jeunes et peut-être dans la tech qui utilisent ce genre de produits. La crypto-monnaie. Et puis il y a eu une mauvaise publicité pendant quelques années quand même. Puis après moi, jouer à 60 ans, je ne vais pas aller investir dans la crypto, quoi. Bon, mais les nouvelles générations, en tout cas, vous les accueillez à la boucherie Ferrand à Talence. Merci Damien Ferrand et merci Damien Patureau, le fondateur de Lizzy, de nous avoir un peu éclairé sur cette innovation qui pouvait sembler un peu bizarre, mais qui marchera peut-être, de la crypto-monnaie pour payer son beefsteak à Talence et puis bien d'autres produits chez bien d'autres commerçants à Talence en Gironde. Là tout de suite pour les débats de l'été.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Mettez-vous d'accord, donc de 10h30 à midi. Bonjour à nos 4 débatteurs que je vous présente tout de suite. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, un vieux gaulliste. Et vieux, c'est pas péjoratif, hein. C'est parce qu'on connaît votre passion pour un jeune gaulliste. Je suis gaulliste depuis Vercingétorix. Voilà, si vous voulez. Jacques, salut bonjour les fraternités. Bonjour à vous. Vous êtes maire de Maison Lafitte, je le disais, en région parisienne, dans les Yvelines. Et puis candidat, vous avez été candidat, LR Ciotiste, LR RN, aux dernières élections législatives. Complètement de l'autre côté de la scène politique, si j'ose dire, Baptiste Ménard. Bonjour Baptiste. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Vous, adjoint au maire PS de Mont-Saint-Barreuil, membre du Parti Socialiste en effet. Vous êtes venu du Nord pour nous aujourd'hui dans les studios ici. Un centriste, Thomas Elexoser, secrétaire général des centristes, élu lui-même du département de l'Eure, conseiller départemental de la Normandie. Vous êtes venu de Normandie pour nous. Bonjour, ravi de vous avoir tous les trois ici. Et puis Benoît Perrin, les contribuables associés. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette association, les contribuables associés? Alors c'est Benoît, très simplement un groupe de pression qui milite pour une gestion économe de l'argent public. Donc il fait pression sur les décideurs pour que chaque vous avez du boulot en ce moment. Hein. Exactement. Vaste programme. Vaste programme, comme dirait le général. Merci de votre présence à tous les quatre. Bonjour Benoît. Eh bien écoutez, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Peut-être on va aller très loin avec vous Benoît, parce qu'à propos d'argent public, 75% en 8 ans, même un peu plus, de disparition du PIB du Venezuela, 80% de la richesse nationale qui a fondu, c'est le Venezuela socialiste de Maduro, et Maduro qui affirme qu'il a été réélu alors que certains disent qu'il a fait que 30% des suffrages. Vous vouliez en faire votre coup de gueule? Alors, non, c'est plutôt un coup de cœur justement, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre au Venezuela en ce moment ce qu'on a vécu en 1989, qui est une date clé, puisque comme vous le savez, il y a eu des élections enfin en URSS, en Pologne, et surtout, évidemment, c'est en novembre, la chute du mur de Berlin. Alors le successeur de Chavez, effectivement, Maduro, qui était donc candidat pour la 3e fois, lui qui a été élu en 2013 et 2018, et alors que tous les sondages estimaient sa défaite, eh bien, à la grande stupeur, on apprend que finalement, il a gagné à quasiment 51% des voix, ce qui provoque en ce moment, notamment à Caracas, un vrai soulèvement populaire de contestation des élections. Et là, on n'a jamais vu des choses comme hier où une statue de Maduro, de Chavez a été abattue par la foule. Le vrai sujet, c'est l'armée va basculer de quel côté? C'est la grande question qu'on se pose, c'est elle qui a les moyens. Alors il y a déjà une partie de l'armée, comme vous le savez, qui dans plusieurs villes effectivement soutient les opposants à Maduro. Mais il faut dire, je parlais d'un soulèvement populaire. Il y a un risque de guerre civile. Ah, il y a un risque de guerre civile. Alors votre coup de cœur, c'est quoi? Le coup de cœur, c'est justement la libération probable justement de ce pays du joug collectiviste. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, optimiste, parce que c'est pas du tout garanti. C'est pas garanti, mais en tout cas, il y a un espoir. Il n'y avait pas d'espoir jusqu'à il y a peu de temps. Là, vraiment un véritable espoir. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un soulèvement populaire, parce qu'en fait, notamment le peuple est justement la première victime des politiques économiques désastreuses menées depuis l'arrivée de Chavez en 1999. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait Chavez? Nationalisation en masse, blocage des prix, ça nous rappelle des propositions qu'on entend en France. Surexploitation du pétrole, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils n'ont pas développé leur économie, ils se sont assis uniquement sur leur rente pétrolière. Impression monétaire monstrueuse, ce qui fait qu'il y a une inflation galopante. Et puis évidemment, une corruption généralisée. Juste un chiffre assez amusant. Vous savez que quasiment tous les ans, Transparency International fait un classement des pays les plus corrompus au monde. Le Venezuela est à la 177e place sur 180. Donc ce que vous appelez votre coup de cœur, c'est un coup de cœur en soutien à ceux de la population qui osent braver l'armée et les milices pro-Maduro dans le Venezuela socialiste. Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que le Venezuela est le 3e producteur au monde de pétrole. C'est un pays dans lequel les gens devraient vivre convenablement, et on voit qu'il n'y a pas d'eau partout, l'électricité n'est pas généralisée, le peuple souffre, la misère a explosé, vous l'avez dit, le revenu par habitant s'est effondré en l'espace de 15 ans. Il y a 8 millions sur 28 millions d'habitants, 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Enfin, je veux dire, c'est un désastre monstrueux. Donc, petite lumière, j'espère que le Venezuela va être comme l'Argentine, le Salvador ou l'Équateur, enfin, que ce soit un pays dans lequel soufflent enfin les libertés.
Thomas Elexoller. Je rejoins mon collègue. Il y a 3 ans, j'avais pu rencontrer Margarita Cadenas, qui est une réalisatrice vénézuélienne et qui a réalisé Femme du chaos vénézuélien, et qui était un reportage clandestin. Elle a eu le courage de retourner dans son pays et de tourner, de filmer le quotidien des femmes dans le pays. Et on peut voir à quel point la misère est arrivée dans ce pays qui devrait être un des pays les plus riches au monde, puisqu'il a la plus grosse réserve de pétrole lourd de toute la planète sous ses pieds. Il reste encore tellement à découvrir dans les richesses sous le sol du pays, et le pays n'a pas mis les moyens de recherche et d'innovation, et bien évidemment le programme désastreux qu'ils ont mené. Et ce reportage m'avait vraiment glacé, parce qu'on voyait des femmes se battre pour tout dans un pays qui devrait être si riche, se battre pour la santé, pour l'alimentation, etc. Les médicaments. Et les médicaments. Et je tenais à rendre hommage à Margarita, qui avait vraiment fait un exploit, parce qu'elle avait pris le risque de ramener les vidéos en secret et d'amener en Europe ce reportage édifiant qui donc s'appelle Femme du chaos vénézuélien. Et qu'on trouve sur Internet qui avait été diffusé à l'occasion du mois du film documentaire. Je pense qu'il peut se retrouver facilement. Baptiste Ménard, le mot socialiste, évidemment, ça vous dit quelque chose. Alors évidemment, c'est pas votre socialisme, mais quand même, dans la coalition que vous soutenez, la coalition du Nouveau Front Populaire, il y a une partie de votre coalition dans laquelle il y a les Fistes et Jean-Luc Mélenchon, qui est un grand soutien de Maduro. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, chacun sait que je ne partage pas... chacun ne le sait pas, mais à vous de le dire. Je le redis, chacun sait que je ne partage pas les outrances et la radicalité et un certain nombre de propositions et de points de vue qui sont exprimés par Jean-Luc Mélenchon, donc je suis très à l'aise là-dessus. Moi, je suis un démocrate, je suis attaché à la démocratie, à la liberté, et donc ce que je souhaite, c'est qu'effectivement les organisations internationales compétentes puissent regarder ce qui se passe. Il y a quand même un risque de guerre civile au Venezuela, avec effectivement un paradoxe que ce pays, normalement, est assis sur une manne financière absolument incroyable, et pour autant, on voit bien, et en particulier ces dernières années, depuis l'arrivée de Maduro, que il ne parvient pas à régler les problèmes de la population, et qu'il y a un appauvrissement absolument effarant et inquiétant de la population. Donc encore une fois, voilà, moi je souhaite qu'on puisse regarder cela de très près, et que on tente, j'allais dire, presque une médiation, parce que ce que j'ai lu jusqu'à présent, ce que j'ai lu, me font craindre effectivement une guerre civile. Benoît Perrin. Je crois qu'au-delà de l'aspect démocratique, je crois qu'il faut aussi tirer des leçons économiques des mesures qui ont été mises en place. En France, vous voulez dire? Des leçons économiques, effectivement, en France, à partir des expériences qui sont menées dans certains pays d'Amérique latine. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire que le Nouveau Front Populaire reprenne des positions, des mesures, qui ont été mises concrètement en application. Et qui figurent dans son programme aujourd'hui? Exactement, notamment le blocage des prix, et qui génèrent des pénuries, on le sait, notamment, justement, au Venezuela, c'était le cas. Et je comprends pas que, effectivement, la gauche la plus radicale ne prenne pas des leçons d'expériences qui ont échoué partout dans le monde. Ça s'appelle l'idéologie. Je n'appartiens pas à la gauche radicale. S'agissant quand même du blocage des prix, le gouvernement Macron l'a fait sur un certain nombre de fluides. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse le qualifier de gouvernement socialiste. Réaction de Jacques Méard. Écoutez, ce qui se passe en liaison entre Mélenchon et le Venezuela, ça s'appelle l'idéologie. On est en plein mythe idéologique de la nouvelle Nouveau Front Populaire, sans se rendre compte que des mesures aussi radicales vont être à l'opposé en conséquence, c'est-à-dire qu'elles vont entraîner le chaos. Et ce qui se passe au Venezuela, malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que ça dure depuis des années, et le dictateur qui est là-bas, réussit à chaque fois de sauver sa peau, mais il y a effectivement aujourd'hui un risque de guerre civile, et on ne sait pas où va tomber l'armée. Parce que si vraiment il a perdu de manière aussi large, les militaires le savent et vont pas s'amuser à jouer les arbitres, bien au contraire. Oui, alors vous avez bien compris, je parle là à ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous, et si vous voulez réagir, d'ailleurs, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, on vous passera à l'antenne, on vous proposera d'intervenir à l'antenne de Sud Radio, mais vous avez bien compris que si on parle du Venezuela, c'est que, au moins sur le plan politique, sur le plan des idées, sur le plan idéologique, il y a un lien avec la politique française. On va y revenir avec nos 4 débatteurs, c'est Mettez-vous d'accord, c'est sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, il y a quelques instants, avec nos 4 débatteurs de ce Mettez-vous d'accord jusqu'à midi, nous étions au Venezuela. Nous traitions en tout cas de la réélection très contestée d'un Venezuela au bord de la guerre civile, de Maduro, donc le président Maduro qui prétend avoir été réélu. Et on va aller aux États-Unis avec Baptiste Ménard pour son coup de cœur. Mais auparavant, je ne peux pas ne pas vous rappeler cette actualité que vous avez peut-être suivie en direct d'ailleurs, un peu folle. Vous étiez peut-être sur France Télévisions pour suivre ce triathlon qui a bien eu lieu. Elles se sont baignées dans la Seine. Les femmes, donc les athlètes féminines en triathlon ont mené leur compétition vélo, course et donc nage libre, en eau libre en tout cas, la Seine où elles se sont baignées ce matin. Et puis donc cette victoire chez elles à domicile de Cassandre Beaugrand, un nom qui va rester, on peut le dire, médaille d'or, 6e médaille d'or pour la France et première victoire de ce niveau en triathlon aux Jeux Olympiques et au niveau mondial. C'est formidable. On y reviendra, vous le savez, entre midi et 13h avec Joseph Ruiz, et on va parler des JO avec Jacques Miard et Thomas Alexoser. Mais avant, votre coup de cœur, Baptiste Ménard. On va passer donc du Venezuela, on remonte un peu le long de la côte américaine. Absolument. Et on va aux États-Unis. Mon coup de cœur pour le début de campagne de Kamala Harris, la candidate démocrate, pas encore investie, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je trouve que c'est assez incroyable le début de cette campagne américaine. On passe d'un débat raté fin juin à une tentative d'assassinat de Donald Trump, puis du renoncement de Joe Biden et le lancement de la fusée Harris. Alors, au moment du passage de flambeau, moi, je vous avoue, j'ai sans doute été... Oui, bien sûr. La fusée Harris, c'est une métaphore. J'ai eu un petit pincement au cœur parce que c'est vrai que je suis depuis très longtemps le parcours de Joe Biden et je trouve que c'est vraiment un parcours assez remarquable, y compris personnel et politique, d'un homme résilient qui a d'ailleurs un très bon bilan au terme de ses 4 ans. Mais voilà, il a fait le choix de faire primer un choix très difficile et qui est franchement tout à son honneur. Très peu d'hommes politiques qui sont en capacité de le faire. Donc il a fait prévaloir ses convictions au détriment de son intérêt personnel et de son ambition. Et depuis quelques jours, donc on voit vraiment un effet, une dynamique autour de Kamala Harris sur les réseaux sociaux. Ou c'est médiatique. Écoutez, moi j'ai été impressionné à la fois par la levée de fonds, mais aussi par la ferveur qui se dégage dans les meetings. Vous avez vu cette nuit à Atlanta, c'est absolument incroyable. Ça nous rappelle les meilleures heures de la campagne de Barack Obama. Donc elle soulève de l'enthousiasme, de l'empathie, de la sympathie. On voit bien ce que vous voulez dire là. On sent Donald Trump qui est déstabilisé. Voilà, les lignes sont en train de bouger, y compris dans les swing states, ce qui est très important. Donc c'est pas encore gagné pour Kamala Harris, mais il y a une petite flamme à entretenir. C'est pas un peu de la méthode Coué là? On sent que vous voulez un effet Obama, que vous voulez pousser le truc. Il y a quand même, c'est absolument incroyable de voir les ralliements aussi qui se sont faits et opérés en très peu de jours. Voilà, on sent que le Parti démocrate, voilà, il y a de l'espoir. Thomas Alexoser. Moi, j'ai été très choqué, je pense que Trump est intelligent, j'ai été très choqué par sa réaction à l'annonce de Biden. Il aurait dû saluer le combat d'un homme qui a donné 50 ans de sa vie au service de l'État en étant élu pendant 50 ans. Et il a attaqué Biden le soir de son renoncement de manière innommable. C'est la première chose. Il a été un Trump qui était noble et élégant quand il a été attaqué et qu'il a reçu cette balle. Il aurait dû dire, ça n'a pas duré longtemps. Le chef des armées américaines et je salue l'homme qui a consacré quand même sa vie et qui a eu un parcours extraordinaire. Trump est revenu assez fondamentaux, assez vulgaire et agressif. C'était une séquence totalement ratée pour lui. Et là où je rejoins Baptiste, c'est que les Obama qui au moment de l'annonce ont montré beaucoup de réticence, se sont mis en retrait. À l'égard de Kamala Harris. À l'égard de Kamala Harris, on vient complètement de retourner la situation. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui cartonne où les Obama appellent Kamala Harris, les deux ensemble, en disant on est avec toi, on te soutient, etc. Et ils vont nous faire un show fin août. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Incroyable. Mais Jacques Miard, alors vous avez l'impression que Baptiste Ménard prend ses désirs pour des réalités, que Trump va rester le plus solide? Je vais vous dire, je suis toujours assez stupéfait de voir les Français s'enthousiasmer pour des élections dans lesquelles ils vont pas voter. Ça m'a toujours paru assez extraordinaire, parce que les États-Unis sont les États-Unis, et je peux vous dire que quel que soit le président américain, les Américains nous font jamais de cadeaux.
Donc, il faut regarder la réalité en face. Donc, Kamala Harris ou Biden ou Trump, ça vous... Oui, mais il faudra s'en méfier, c'est ça que vous dites. Je ne reprocherai jamais au gouvernement américain de défendre ses intérêts. Ce que je peux reprocher au gouvernement français, c'est de se coucher derrière les Américains et d'être des vassaux totalement, je dirais, serviles. Et vous trouvez que c'est le cas en ce moment ? De ce côté-là. Maintenant, on va voir, parce que, je veux dire, l'élection américaine ne fait que commencer. Et avec Trump, on a une bête de cirque. Ouais. Et puis, avec Kamala Harris, il va falloir qu'elle prouve qu'elle n'est pas simplement la vice-présidente dormante auprès de Biden. Parce que le problème, il est là. Donc, attendons de voir. Moi, je vais pas m'enthousiasmer pour l'un ou pour l'autre. La seule chose que je sais, c'est que ni l'un ni l'autre ne défendront les intérêts français. Benoît Perrin, ça c'est sûr. Hein, ils défendent d'abord les intérêts américains. Il y a peu de chance. À nous de pas être naïfs, quoi. Non, il y a peu de chance. Alors, j'ai l'impression que de toute façon, ça pouvait pas être pire que Biden. Donc, par définition, ça Biden, ne peut le lapsus, c'est que aurait fait un bide. Ouais. Et justement, c'est mon deuxième point. Je crois que l'écart est tellement important que j'ai quand même du mal à croire que Harris va réussir à remonter la pente. Et puis, troisième point, en fait, je crois que Trump peut dire merci aux organisateurs de la dernière cérémonie des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Puisque, comme vous le savez, Trump a énormément tapé sur l'organisation, notamment sur les scènes dont on a déjà parlé à ce micro, que ce soit justement la scène en l'occurrence, que ce soit la décapitation de Marie-Antoinette ou encore des défilés de personnes, on va dire LGBT pour aller très vite. Mm-hmm. Et comme vous le savez, les Américains, ils ont une foi chevillée au corps et ils sont très attachés justement à leur religion. Et donc du coup, on sait très protestant, un peu catholique, mais très exactement, mais protestant donc chrétien. Et donc du coup, on sait que notamment chez les centristes, le discours de Trump, à mon avis, peut porter en disant que cette cérémonie était une insulte aux croyants. Et donc les centristes, je crois, peuvent se sentir profondément gênés par ce qui s'est passé à Paris. Il y a des centristes aux États-Unis ? Oh bah oui, notamment dans les pays, dans les fameux Swiss State. Voilà, exactement. On sait que ça va évidemment basculer là-bas, et je crois que cette cérémonie est en fait un peu du carburant électoral pour Trump, parce que ça risque de mobiliser des électeurs qui hésitaient. Il l'a traité parce que c'est une question qui lui a été posée, mais est-ce que c'est vraiment un sujet aux États-Unis aujourd'hui ? En tout cas, il a tapé très très fort sur la cérémonie des JO. Très fort. On va parler de cette cérémonie avec Jacques Miard dans quelques instants et Thomas Alexoser, mais enfin, je m'attendais pas à ce que l'un d'entre vous ce matin nous explique que finalement la cérémonie des Jeux Olympiques est un élément du débat de la campagne électorale présidentielle aux États-Unis. On a beaucoup parlé. En tout cas, il s'en est servi. On va voir justement ce qu'en pense Jacques Miard dans un instant, mais d'abord, on fait une pause publicitaire et on se retrouve dans ce Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Restez avec nous sur Sud Radio. Très belle matinée à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et c'est parti pour Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec nos 4 débatteurs. On va parler des Jeux Olympiques. Comment passer à côté des Jeux Olympiques, bien entendu. C'est l'objet de débat parce qu'on est encore sur des critiques de la cérémonie d'ouverture. Mais il y a les faits, tout simplement. Et là, il y a la 6e médaille d'or et cette victoire considérable. Le triathlon, c'est peut-être une des épreuves les plus difficiles qui soit dans le sport, du vélo, de la course et bien sûr de la natation. Nage en eau libre, et cette Cassandre Beaugrand qui a réussi à nous rapporter cette 6e médaille d'or, 6e médaille d'or en tout, et la première de l'histoire du triathlon en France. Alors, nos invités, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Baptiste Ménard, socialiste, maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil dans le Nord, Thomas Alexoser, centriste et secrétaire général du groupe Les Centristes, élu du département de l'Eure, et Jacques Miard, qui est élu, on a une brochette d'élus ce matin, c'est formidable, qui est élu de Maisons-Laffitte, puisque vous en êtes le maire, monsieur Miard, et vous avez été, je le rappelle, candidat LR Ciotiste, LR-RN, aux dernières élections législatives. Alors, vous vouliez revenir sur les JO, vous, et sur la cérémonie d'ouverture. Alors, je vais vous dire, mais ça date de vendredi, c'est fini les débats sur la cérémonie d'ouverture, Jacques. Non.
non. Alors, on va commencer par un coup de cœur et saluer l'engagement non seulement des élus qui sont présents sur le plateau, parce que avoir des citoyens qui s'engagent en politique, aujourd'hui, effectivement, il faut le saluer, parce qu'on est fortement critiqué. On est presque plus critiqué que les journalistes, c'est tout dire. Bon, mais cela étant, donc un coup de cœur à tous les athlètes qui nous rapportent bien sûr des médailles, mais à tous les athlètes qui sont engagés et qui vivent l'événement de leur vie. Cela étant, je ne peux pas laisser passer, je dirais, ces bobos salonnards qui se pâment d'admiration sur ce défilé à longueur de temps, comme si c'était véritablement le Deus ex machina de la vie internationale. Le défilé, c'est la cérémonie d'ouverture. Oui, mais attendez, la cérémonie d'ouverture, il y a plusieurs choses. Je vous rappelle, et je sais que je connais beaucoup de gens qui ont travaillé pour que ça réussisse, notamment sur le plan de la sécurité, parce qu'on avait la trouille que de laisser passer comme ça des navires de cette manière, cela soit un risque majeur. Absolument. Et ça a entraîné je dirais, très fortes mobilisations des gendarmes et de la police avec des coûts absolument fabuleux. Mais remarquable. Donc il faut quand même dire, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était merdique. On a vu des petites bargasses passer, on a vu, je dirais, aucune unité d'ensemble, alors que si ça s'était passé dans un stade, on aurait vu, je dirais, beaucoup plus de ferveur. Et puis ensuite, on a vu un certain nombre de scènes wokistes qui, paraît-il, c'est la France de demain, il faut la glorifier, etc. Moi, je ne vais pas juger sur le fond parce que je suis agnostique, mais ce qui est certain, tout à l'heure, certains disaient que M. Trump avait massacré la cérémonie. Il faut savoir que si on avait mis en exergue, justement, et montré du doigt l'intégrisme islamique, alors là, je peux vous dire que ça aurait été un tollé en disant c'est lamentable, etc. Donc, il faut quand même regarder les choses en face. Cette cérémonie, je me demande même si on va pas changer de devise de la République, qui est l'égalité, liberté, égalité, fraternité, médiocrité. Oh. Je répète, liberté, égalité, fraternité, médiocrité. Je pense que ça va nous coller à la peau, parce que l'on veuille ou non, la dernière partie était bonne, parce qu'on nous avait dit on va vous montrer les événements de Paris, les événements de la France. On les a vus que dans la dernière partie qui a été réussie. Je le dis comme je le pense, notamment avec la flamme qui est montée dans les cieux et derrière avec le Louvre qu'on a vu. Mais la première partie, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Hein. Bon, mais alors Jacques Miard, vous nous dites clairement, je comprends bien, hein, par exemple, vous auriez préféré dans un stade parce que ça aurait mis plus en valeur les sportifs. C'est ce que vous dites que cette fois-ci que sur les bateaux. Mais sincèrement, vous n'avez pas versé une larme comme moi au moment de la garde républicaine avec Aya Nakamura la garde républicaine, je parle. La ville de Maisons-Laffitte parraine le premier régiment. Oui, la garde républicaine. La ville de Maisons-Laffitte parraine le premier régiment de la garde républicaine. On les connaît. Je peux vous dire, quand ils font leur cérémonie à Maisons-Laffitte pour le passage du commandement, ça a plus de gueule de ce qu'on a vu là sur le pont. Et la Marseillaise, ça vous a pas fait vibrer? Mais non, enfin c'était ridicule. Ah bon? Ridicule. On a mélangé un peu tout avec une pseudo-chanteuse dont on n'a rien à foutre. L'artiste francophone la plus écoutée au monde. Mais soyez un peu sérieux, redescendez sur terre, assez de bobos. Alors attendez, réaction Jacques, on a compris et on vous écoute et on respecte. Mais est-ce qu'il faut qu'on y passe la matinée? Il y a eu tellement de débats déjà. Vous allez un peu trop loin, Jacques. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais il y a eu quand même techniquement, visuellement une réussite qui aura des retombées mondiales gigantesques. Déjà le cas, c'est déjà le cas. Sur un chapitre plus franco-français, la cérémonie du rugby n'avait pas plu non plus, parce qu'on avait trouvé que c'était trop kitsch, et donc on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Je pense quand même qu'il y avait un travail scénique, même si je n'ai pas tout aimé, je n'ai pas forcément tout aimé, le défilé que nous avons eu, qui a été hyper prégnant dans la cérémonie, sur le pont, le défilé de mode, etc. J'ai pas tout aimé, mais je dois quand même saluer le travail incroyable de Thomas Joly sur cette mise en scène, cette mise en valeur de ce patrimoine français architectural. Vous êtes masochiste. Vous êtes
êtes maso. Baptiste Ménard. Vous êtes un maso, Thomas. Moi, je salue effectivement aussi le travail qui a été réalisé par Thomas Joly. Je crois que ça a été beaucoup apprécié. Je crois que ça mettait en valeur à la fois le patrimoine, la beauté de la ville de Paris, les athlètes, et puis aussi, moi je le dis, je vais faire taper sur le cul Jacques Miard, mais moi j'ai trouvé effectivement que la prestation d'Aya Nakamura était la meilleure réponse possible à toutes celles et ceux qui lui avaient contesté sa légitimité. Et nous avons vu d'ailleurs la garde républicaine qui était aussi très heureuse de pouvoir partager ce moment avec elle. Donc franchement, moi j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie, et donc je ne vois pas bien pourquoi l'extrême droite se cabre sur ce sujet. C'est aussi la liberté artistique. Mais il n'y a pas d'extrême droite. Tu déconnes en parlant d'extrême droite. C'est une question de faire connaître et de faire savoir. Contrairement à ce que vous dites, beaucoup de gens ont quitté Paris ont quitté la cérémonie parce qu'ils ne voyaient rien. À la télévision, effectivement, on pouvait s'y reconnaître un peu, mais arrêtez de vous pâmer devant ce qui est franchement, c'était médiocre. Jacques Miard, on respecte ce que vous dites, puis on vous écoute, hein, mais sincèrement, depuis vendredi, il y a eu plusieurs études d'opinion, s'il n'y en avait eu qu'une, et globalement, l'ensemble des Français, y compris ceux qui ont voté RN ou qui ont voté pour vous, disent c'est magnifique, et c'est un moment de fierté que même si on n'a pas aimé certains plateaux, certains tableaux, on doit dire que la Marseillaise, et puis ces couleurs bleu, blanc, rouge dans ces bulles au début, ce drapeau qui est en fait un espèce de, c'est un feu d'artifice humide. C'était magnifique. Et puis l'accordéon, et puis Zizi Jeanmaire. Thierry, ouais, d'accord. Vous n'avez pas aimé Zizi Jeanmaire, Lady Gaga, il y a quelques tableaux, Thierry. Franchement, la garde républicaine, moi je les aime beaucoup et j'ai adoré. Parce que à tout principe, il y a des exceptions. Mais franchement, c'était quand même pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Avec une Marie-Antoinette qui portait sa tête. C'est pas l'avis de tout le monde. J'entends bien, c'est pas mon avis et je le partage. On vous écoute. Bon, je partage en partie de l'analyse de Jacques, mais vraiment qu'en partie. Ah ouais, sur quoi ? Je trouve que dans cette cérémonie, la France a montré qu'on était d'abord une nation d'ingénieurs. Je trouve que effectivement, l'histoire du pont c'est beau, la vasque c'est somptueux, le cheval qui court sur la scène, ça a quand même un peu de gueule. Magnifique atelier de Nantes de la région nantaise. Donc je pense qu'il y a quand même eu des prouesses techniques qui étaient quand même plutôt vraiment très réussies. Très élégant. Donc on a montré au monde qu'on était un pays d'ingénieurs, et on a montré aussi au monde qu'on était quand même un pays profondément politique. Et je crois que c'est un peu mentir que de penser qu'il n'y avait pas de volonté politique derrière les organisateurs de cette cérémonie. Moi, franchement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage dans le cadre. C'est un problème d'être aussi politique, alors que c'est notre nature et notre culture. J'y viens. Le vrai problème, je trouve, de cette cérémonie, c'est qu'on a blessé des gens. Et je trouve que dans le cadre d'une cérémonie sportive, la moindre des choses, c'est de trouver des points communs, j'aurais tendance à dire, entre les peuples du monde entier, et pas de manière un peu minable, à mon avis, essayer tel un petit coup de pied de l'âne à la fin de la cérémonie en disant allez, on va se faire plaisir quand même sur un petit truc, hein, on va taper sur Marie-Antoinette, on va taper sur les cathos, on va taper mais sur. Mais ils ont montré. Oui, mais à quoi ça servait ? De toute façon, je veux dire, s'il n'y avait pas eu de problème, faut m'expliquer pourquoi la cérémonie elle était plus disponible pendant un moment, pourquoi des pays étrangers ont coupé au moment où les scènes dont on parle ont été diffusées. Aujourd'hui, à la télévision afghane, on voit pas les femmes. On les voit même pas dans les épreuves. Pourquoi un certain nombre de croyants Moi, je comprends pas cette volonté de blesser. C'est juste ça, vraiment. Je ne comprends pas. Est-ce que je peux unir tout le monde, Thierry ? Thomas, allez-y, on va voir. Moi, je suis sensible à un argument de Jacques, c'est peut-être qu'on a moins mis en valeur cette fois-ci que dans un stade les sportifs qui sont le nœud de tout. Ça là-dessus, j'entends ça et je me dis, il a peut-être raison Jacques là-dessus. Et on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord, je pense. La Coupe du Monde de rugby en est l'exemple. La cérémonie avec Jean Dujardin a suscité un flot de critiques ininterrompues. L'accordéon, la baguette et la casquette. C'était beaucoup trop. C'est français. Moi, je voulais faire un coup de cœur ce matin, si vous me permettez, sur la patrouille de France, la PAF, magnifique qui est basée à Salon de Provence et qui est l'élite de l'armée de l'air. J'ai eu la chance unique dans ma vie de les accueillir la veille, puisqu'ils se sont basés à Évreux la veille de leur départ, chez moi en Normandie, et je leur ai permis avec le département de l'Eure de leur ouvrir la maison Monet et ses jardins comme une pause à Giverny la veille, et donc j'ai eu cette chance incroyable de passer un morceau de soirée
célébré avec eux, et j'ai vu dans les yeux de ces pilotes, de ces champions, une fierté française, une fierté de servir, une fierté de donner du rêve, de l'espoir aux Français. Juste après la cérémonie d'ouverture, ils ont fait un show aérien à Cabourg, avec des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur les bords de plage. Et ils ont refait ce chœur ils n'ont pas refait ce chœur, je pense qu'il avait vraiment fait que pour la cérémonie. Mais voilà, je voudrais mettre tout le monde d'accord et se dire qu'on a en effet des génies, des hommes brillants. Est-ce que Jacques, allez, je fais de la j'ai pas l'impression qu'ils étaient présents dans le défilé. On les a pas vus être fiers dans le défilé. Jacques, est-ce que vous êtes d'accord au moins sur un point avec nous, sur le fait que les pilotes de la Patrouille de France nous ont gratifié d'un cœur dans la ville de l'amour, au-dessus de la ville de l'amour, malgré la pluie, on a eu droit. Oui, mais écoutez-moi, Thierry, d'un mot. Il y a deux parties dans l'ensemble de la cérémonie. Il y a le début, ce défilé qui est franchement séquencé, il n'y a pas d'unité, etc. On ne vibre pas parce qu'on voit passer une bargasse. Les gens sont d'ailleurs partis. Les gens sont partis. Les mariés vont ensuite, pas être contents. Vous avez cette série effectivement de scénettes qui sont parfois bonnes, parfois pas bonnes, et qui donnent pas l'impression que c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis vous avez la deuxième partie qui est parfaitement réussie. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Benoît, parce que ça a été extrêmement bien calculé et extrêmement bien joué. Et là, on voit effectivement les monuments de Paris. Politique, ouais, je vous rappelle que Macron voulait que l'on voit les monuments de la ville de Paris lors du défilé. Eh bien, ça, c'est raté. Oh bon, on en a vu tout de même. Magnifique plan, Benoît Perrin. Dernier mot. Eh bien, Jacques, il fallait à ce moment-là monter un comité de soutien, vous organiser, faire un vrai travail d'influence pour que ce soit Nicolas de Villiers qui soit justement responsable de cette cérémonie. Je pense que le patron du Puy du Fou, le patron du Puy du Fou. Vous voulez nous ramener au Puy du Fou. On continue ce débat, Jacques, tout à l'heure, si vous le souhaitez, tous les quatre, Benoît Perrin, Baptiste Bénard, Thomas Alexoller et Jacques Miard, qui parle haut et fort aujourd'hui et qui se tape le cul par terre. Des JO. Allez, on se retrouve tout de suite. Restez avec nous. C'est Mettez-vous d'accord. C'est sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ce ne sera pas un scoop pour vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Je peux vous dire que le débat a continué sur la cérémonie. Vous allez me dire que c'est complètement éculé, que depuis vendredi, ça y est, on sait qu'il y a des gens contre, il y a des gens pour, il y a des gens qui sont pour une partie, il y a des gens qui sont pour d'autres. Mais Jacques, là, vous avez mis le feu, on le discutait hors micro. Alors, à propos de ce coup de gueule et du coup de cœur aussi de Thomas Alexozer qui rendait hommage aux pilotes, nos pilotes de l'armée de l'air, de la Patrouille de France, qui ont déployé ce cœur tout rouge là sur Paris, malgré la pluie, sous le plafond, comme on dit chez les pilotes, sous les nuages, ils ont déployé tout de même ce cœur rouge au-dessus de la ville de l'amour. Voilà. Bon, il faut vous dire, Jacques, vous savez, vous n'êtes pas content parce que vous trouvez que c'est vulgaire, mais en Chine aujourd'hui, il y a une star. Tout le monde sur les réseaux sociaux se demande qui est ce Philippe Catherine potelé là en bleu, mais qu'est-ce qu'il chantait, et les Chinois adorent les gens potelés, et donc ils le trouvent très sexy et ils se demandent ce que c'est que cette chanson. Alors bon, c'est un peu à la marge peut-être, mais Thierry, vous avez vu ce qu'a dit Philippe Catherine hier? Il a présenté des excuses. Il a demandé pardon. Oui, il a demandé pardon. Il a dit moi-même j'ai été chrétien, il avait offensé. Exactement, mais il a demandé pardon. Mais lui il voulait pas le faire. Je suis d'accord. Et Thomas Joly a dit que c'était pas la démarche. Je vous disais tout à l'heure que j'étais gêné par les gens qui sont contents de blesser les gens. Et ben là, lui, il a blessé des gens, il s'excuse, c'est formidable. Alors on va changer de sujet et on va dans la foulée finalement de ce débat que nous avons sur la cérémonie d'ouverture et donc sur les Jeux Olympiques qui éclatent en ce moment, toute l'actualité qui s'impose partout, parce que en plus chez nous, ça se passe chez nous, mais non seulement ça, mais les Bleus ont vraiment, comme disait Jacques Miard, ils nous ont apporté des médailles. On est la 6e médaille d'or, jamais vue en si peu de temps. Alors moi j'ai une question, ça nous ramène à la politique, si vous voulez bien. Est-ce que aujourd'hui, vous considérez qu'Emmanuel Macron a gagné son pari finalement d'une trêve olympique? Parce que on voit Gabriel Attal qui rame, qui réunit le gouvernement aujourd'hui même. On se dit mais quel gouvernement fantôme, en tout cas démissionnaire. On voit bien Lucie Castec essaye de dire je suis là, je suis candidate à Matignon. Bon. Et puis en réalité, la politique c'est fini. C'est pour l'instant on est dans la trêve olympique. Il a gagné Macron. On parle plus des élections. On n'avait pas le choix d'avoir cette trêve olympique parce que malgré tout, je fais de la provoque, vous l'avez noté. On a des enjeux sécuritaires
majoritaires, Jacques en a parlé, aujourd'hui connaissent les dossiers. Le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, le Premier ministre qui est quand même en opposition. Donc, même si j'ai regretté le choix de cette dissolution après les Européennes, avant les Jeux Olympiques, pour moi, ça n'avait aucun sens de faire ça à ce moment-là. Mais la trêve, on n'avait pas le choix, parce qu'on peut pas changer de gouvernement, nommer un nouveau gouvernement en plein monument mondial dans lequel il y a des dizaines de forces de l'ordre mobilisées sur la capitale, sur les sites olympiques. Donc je pense qu'on n'avait pas le choix de cette trêve, au moins jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On verra, est-ce que ça durera sur le mois d'août et jusqu'au Paralympique, ça on ne le sait pas, mais on n'avait pas le choix de cette trêve pendant les JO. Jacques Miard, qu'est-ce que vous pensez de cette situation politique qui peut être un peu bâtarde, mais pour l'instant, écoutez, il y a une trêve. C'est vieux comme le monde, c'est panem et circenses. C'est-à-dire, vous donnez au bon peuple des jeux et du cirque, et pendant ce temps-là, ils pensent pas à renverser l'empereur. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc, bien évidemment, il y aura un retour de flamme, un retour de bâton, parce qu'il y a un moment où le panem et circenses va cesser. Et bien évidemment, la France a besoin d'un gouvernement, la France a besoin de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est pas simple, je vous l'accorde. Mais il est clair, aujourd'hui, il y a des spécialistes autour de vous qui sont spécialistes des finances. Eh bien, si vous trouvez une solution dans l'état actuel des traités européens, au problème de la dette française, vous êtes fort et je vous offre le champagne. Alors je vais trouver. Du pain et du cirque, nous dit Jacques Miard. La solution fonctionne pour l'instant. Donc trêve pour l'instant. Non, je pense que Macron, je suis d'accord avec vous Thierry, je pense que Macron a justement très bien réussi. Et en fait, finalement, les Jeux Olympiques lui donnent une opportunité extraordinaire de laisser du temps au temps. Parce que là, très concrètement, s'il n'y avait pas Jeux Olympiques, on parlerait que de politique, on montrerait du doigt justement la situation extrêmement délicate institutionnelle dans laquelle la France se trouve, et en fait ça donne 15 jours de trêve, enfin 3 semaines de trêve, 3 semaines qui permettent justement aux partis d'essayer de négocier entre eux sous le manteau, c'est-à-dire que les Français sont pas vraiment au courant. Et moi j'ai l'impression que c'est presque les Jeux Olympiques en fait qui ont mis un terme justement à cette trêve politique, parce qu'en fait entre justement la polémique sur la cérémonie des JO, ce judoka qui prend du poids pour ne pas concourir contre un adversaire, serrer la main d'un israélien, exactement, les drapeaux palestiniens à l'occasion du match Israël-Mali, l'extrême gauche, faut pas oublier l'extrême gauche quand même, qui justement profite des Jeux pour justement faire elle-même de la politique, avec les différents sabotages dont on pense qu'ils sont potentiellement à l'origine. Autrement dit, je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour Macron, ça lui permet de souffler un peu. Puis, on sait que derrière, effectivement, les défis vont être énormes. Pour lui, il faut trouver un Premier ministre, il faut trouver un gouvernement. Et elle vous rattrapera. Et le sujet, exactement, et le sujet central, vous l'avez dit Jacques, c'est évidemment la question budgétaire. Comme vous le savez, on est dans une situation catastrophique. On a le Conseil des ministres européens qui, la semaine dernière, a enfin lancé, sur demande de la Commission européenne, la procédure pour déficit excessif. 5 pays, dont la France. 5 pays ont été pointés. Exactement. On va devoir présenter un budget le 1er octobre qui doit être présenté à l'Assemblée nationale. On a effectivement un certain nombre de problématiques qui vont devoir être réglées au plus vite. Et là, on est dans une espèce de temps de latence qui permet aux uns aux autres de travailler sur ces sujets-là. Oui, Baptiste Ménard, socialiste. Je crois que c'est surtout les Français qui avaient besoin de cette trêve politique olympique. C'est-à-dire que nous avons quand même vécu une période politique intense, stressante aussi pour beaucoup de nos compatriotes qui avaient peur. On a bien vu avec le Front républicain que l'extrême droite puisse accéder aux responsabilités. Donc voilà, je pense qu'elle s'imposait naturellement parce que les Français avaient envie et ont envie de profiter des Jeux. On voit d'ailleurs ça à l'œuvre depuis quelques jours. Mais donc il a bien joué. Mais après, encore une fois, cela ne règle rien. Parce que là vous rejoignez Jacques Miard. Non mais à la mi-août, effectivement, il faudra quand même déterminer d'un gouvernement, et plus que d'un gouvernement et d'un casting dont pour le coup les Français se moquent un peu. La question c'est quelle feuille de route, et c'est ensuite quelle majorité à l'Assemblée nationale, parce que cette question reste entière à l'heure où on se parle. Alors écoutez, ce matin, chez Benjamin Glaise, dans la matinale de Sud Radio, Emmanuel Bléry, qui est député pas très loin de chez vous, en tout cas du Pas-de-Calais, Rassemblement National, évoquait cette question de la nécessité d'urgence de la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement.
il faudra convoquer un gouvernement, c'est-à-dire que la Constitution oblige le président de la République à offrir au peuple un gouvernement pour travailler. Ce n'est pas le cas. Il nous parle d'une date, peut-être après la mi-août, mais c'est bien trop tard, puisque comme vous l'avez dit, au 1er octobre, on devra voter le budget. Le budget est aujourd'hui en berne, un gouvernement sortant qui est là à la fois parfois en hémicycle et parfois pour gérer les affaires courantes. On ne sait plus trop ce que ça veut dire d'un point de vue de la Constitution. Le socialiste que vous êtes, Baptiste Ménard, dit la même chose que le RN Bléry, député du Non, pas exactement. D'autant que le gouvernement qui expédie les affaires courantes, c'est tout à fait respectueux de la Constitution. La question qui est posée, c'est... Mais il souligne comme vous l'urgence. Mais l'urgence, moi je ne dis pas qu'il y a urgence. Moi je dis surtout qu'il y a un problème à régler, c'est-à-dire quelle politique publique, quelle feuille de route et avec quelle majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça, moi, que je dis. Je dis pas qu'il y a urgence. Si les Jeux Olympiques sont l'occasion pour les forces politiques de travailler à bâtir des convergences, de déterminer les priorités sur lesquelles nous voulons avancer pour la prochaine année, parce qu'on sait bien que de toute façon, tôt ou tard, une nouvelle dissolution aura lieu, la question c'est quand même celle-là. Et c'est là-dessus que les Français nous attendent. Jacques Ménard ? Oui, alors... plusieurs choses. Je vais dire à Baptiste et en toute amitié, arrêtez de parler d'extrême droite quand vous avez 10 200 000 de nos concitoyens qui ont voté pour ceux que vous qualifiez d'extrême droite. Là, il y a un moment, il faut cesser de parler et de raisonner avec des slogans. Deuxièmement, c'est au président de la République, effectivement, conformément aux institutions, à nommer et à demander à une personnalité de constituer un gouvernement. Le problème, c'est que ça va être extrêmement difficile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution au problème de la dette dans l'état de la situation qui est la nôtre au regard des traités. Moi, je suis pour le retour, par exemple, que la banque fasse des avances au Trésor pour l'investissement, car même si vous supprimez le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, vous avez encore 2300 milliards de dettes. Donc il y a un moment, c'est pas avec des économies qu'on va y arriver, il faut changer radicalement de politique et avoir une politique de différence de structure. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, on va vers la crise de régime. C'est aussi simple que ça. Eh ben, on verra dans quelques instants sur Sud Radio si nos autres débatteurs sont d'accord avec vous, Jacques, sur cet avènement d'une crise de régime dans les semaines qui viennent, selon vous. Jacques Ménard et nos autres débatteurs dans un instant. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On se demandait à l'instant si, avec nos 4 débatteurs, si Emmanuel Macron avait réussi à imposer sa trêve politique olympique. C'est le cas, nous disent nos débatteurs, tous les 4 à peu près, si je résume bien. Mais attention, le réel va se réimposer très vite, à tel point, nous dit Jacques Ménard, un de nos 4 débatteurs, à tel point que ce sera une crise de régime dont vous annoncez l'avènement dans les semaines qui viennent. Jacques Ménard, maire de Maisons-Laffitte, Thomas Alex-Sauzer, les centristes et élu départemental de l'Eure en Normandie, Baptiste Ménard, socialiste et maire adjoint de Mont-Saint-Barreuil dans le Nord, et Benoît Perrin, directeur de l'association Les Contribuables Associés. Alors, crise de régime ou pas crise de régime, Jacques, quand vous dites ça, juste d'un mot, vous appelez de vos voeux la démission du président de la République, par exemple. Pourquoi crise de régime? Parce qu'après tout, il peut très bien nommer aux alentours du 15 août une personnalité pour essayer de constituer un gouvernement. Oui, mais il va falloir faire passer un budget. Et là, à mon avis, ça va être extrêmement difficile avec des conceptions qui sont à l'opposé de A à Z entre les unes et les autres. Et là, ça va être très difficile. Donc, la France risque de se retrouver sans budget à l'automne. Et bien sûr, il y a des possibilités à ce moment-là de reconduire les dépenses, de l'année précédente, oui, c'est ça. De l'année précédente, par 12e. Mais il est vrai qu'on voit très bien que le président de la République sera dans une impasse. Oui. Et qu'il devra en tirer lui-même les conséquences. Et donc, s'il ne le fait pas, il y aura sans doute de grandes difficultés d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'on aura une crise de régime, même si, personnellement, je cite toujours Chateaubriand, je n'inscris pas à l'aune de mes espérances les malheurs de mon pays, mais les malheurs de mon pays, ça s'appelle aujourd'hui Emmanuel Macron.
Baptiste Ménard. Oui, quelques éléments en réaction à ce que disait Jacques, en toute amitié, comme il le précisait tout à l'heure. Je n'ai jamais qualifié 10 millions de Français d'extrême droite. En revanche, je revendique et j'affirme qu'effectivement, le programme de Marine Le Pen est d'extrême droite. Lorsque l'on prône la préférence nationale, c'est profondément d'extrême droite. Débat sur la qualification, d'accord. Mais revenons au budget, à la crise de régime. Parce que le vrai sujet, c'est crise de régime. Sur la crise de régime, aucun d'entre nous ne doit la souhaiter. Je le dis parce que ce qui est important, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des Français. Et c'est pourquoi moi j'appelle à ce que les forces politiques profitent effectivement de cette trêve olympique pour construire, effectivement, on ne demande à personne de se renier, mais il faut quand même bien constater que personne n'a gagné les élections législatives anticipées. C'est pas le discours officiel de votre camp, mon cher Baptiste. Mais je dis les choses comme je les pense, avec sincérité et honnêteté. Personne n'a gagné les élections législatives. C'est bien qu'Emmanuel Macron ait reconnu qu'il les avait perdues, mais personne ne les a gagnées. Dans ce cadre-là, effectivement, la coalition du Nouveau Front Populaire est malgré tout la première en termes de sièges, mais on ne peut pas affirmer, comme Jean-Luc Mélenchon à 20h03, que nous allons appliquer tout le programme, et rien que le programme du Nouveau Front Populaire, en se réclamant vainqueur, alors même que en 2022, nous avons contesté à Emmanuel Macron le fait d'être majoritaire avec 250 députés. Donc je crois qu'il faut être sérieux, je crois qu'il faut donc, et c'est la responsabilité, je pense, des forces politiques membres du Front Populaire... Le gourou vous entend, j'allais dire Dieu vous entend. De dire Mélenchon vous entend. Nous voulons tendre la main, que nous voulons construire un projet sur lequel nous pouvons, chaque force politique, sans se renier encore une fois, mais dans l'intérêt du Français, déterminer des politiques. Quand je vois par exemple l'excellente proposition de loi qui a été portée par Guillaume Garot, un socialiste, un député socialiste de la Mayenne, pour dire, voilà, nous allons lutter contre les déserts médicaux, est-ce qu'il n'y a pas une majorité dans cet hémicycle pour le faire? Bien sûr que oui. Pour donner la priorité à nos services publics, à l'éducation. Voilà, donc c'est à tout cela que nous devons répondre. Benoît Perrin, vous vouliez réagir sur le budget, parce que vous... Voilà, exactement. Je suis d'accord avec ce que dit Jacques Mier. Je pense que la vraie difficulté, on le sait tous, c'est qu'il y a en gros 3 France irréconciliables, et donc du coup il est quasiment impossible en fait de dégager un programme radical, ou en tout cas une orientation politique, parce que pour répondre à l'urgence de nos finances, c'est ça? En revanche, exactement, il y a un sujet sur lequel il faut absolument agir, c'est le budget de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, on a là l'Union européenne à nos trousses, on a les agences de notation à nos trousses, on a le FMI à nos trousses. Ces trois là, on a juste nos créanciers à nos trousses. On a juste nos créanciers qui nous disent tous les mois il faut rembourser. Et en fait, la vraie difficulté, exactement, elle est là, c'est que il faut bien comprendre que si on n'arrive pas à dégager un budget dans lequel nous faisons de grosses économies, je rappelle quand même que 25 milliards d'économies étaient prévues en 2024. Pour l'instant, il y en a à peu près 15 qui ont été exécutés, donc il faut encore en trouver à peu près 10. Si on n'arrive pas à trouver ces économies, et on sait où elles se trouvent, très concrètement, c'est dans la sphère sociale. Il faut toujours rappeler que, globalement, dans la dépense publique, vous en avez 50 qui est consacrée à la protection sociale, sécurité sociale, 20% par les collectivités locales et 30% par l'État. Donc, sans réforme de la protection sociale, on ne pourra pas faire des économies, parce que les économies... Mais ça passe par quelle équation politique? Parce qu'on a compris. On a compris, vous êtes d'accord avec Jacques, et on peut vous comprendre. Je pense que malheureusement... Le budget, on ne boucle pas. Mais quand je pense que malheureusement, ce sont, puisqu'en fait, nos responsables politiques gèrent l'argent public de manière laxiste depuis 50 ans, je crains très fortement qu'en fait la réforme ne vienne pas de l'intérieur, précisément parce qu'il n'y aura pas de majorité politique. Et que en plus nos responsables politiques le FMI va venir gérer. J'ai très peur effectivement que ce soit les marchés financiers qui nous imposent en fait très concrètement de saper. Mais ce serait pire qu'une crise de régime. Les Français l'accepteront pas. Les Français ne l'accepteront pas. Il faut le savoir. 2 chiffres à mon avis importants. Le premier, c'est la charge de la dette. Il faut savoir que ce sera d'ici 2027 le premier poste budgétaire de l'État. Deuxième chiffre important, en 2026-27, vous nous avez noyé sous les chiffres, Benoît. On a compris l'enjeu, la grande idée, c'est que nos finances 100% de l'impôt sur le revenu servira à rembourser les intérêts de la dette. Donc on va travailler, les Français vont travailler pour rembourser nos créances. Oui, c'est ça le sujet, c'est qu'on va tous bosser on bosse tous pour payer le remboursement de la dette. Jacques Miard. Oui, moi je voudrais m'adresser à Benoît. Il n'y a pas de solution dans l'équation des traités européens aujourd'hui, FMI ou Commission. C'est pas parce que vous aurez fait 25 milliards d'économies que vous mettrez à ce moment-là sur 3300 milliards, vous voyez à peu près ce que il faut retrouver une équation qui a été celle qui a permis à la France de se relever sous la 4e et la 5e. Ça s'appelle les avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement.
il faut relancer l'investissement en France. Il y a eu un grand emprunt européen qui a été... Mais non, mais c'est pas un emprunt. La technique des avances nous avait permis de relancer l'économie française. Et ça, alors bien sûr, c'est contraire au traité. Il faut savoir si on applique aujourd'hui le 123.5 du TFU, qu'on l'applique parce que c'était traité obsolète, ou si on va dans le mur. Bon. C'est aussi simple que ça. Jacques, on est le premier pays, on a la dépense publique la plus importante au monde par rapport au PIB. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait juste revenir dans les standards européens en termes de dépenses publiques? En fait, on ne demande pas beaucoup plus que ça. Qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec une espèce de vague. En fait, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Thomas Elexozer. Oui. Je crains... Ne nous ramenez pas à ce débat technique, parce que là, on est noyé. Je ne vais pas donner de chiffres. Là, oui. C'est pas un débat technique, c'est un débat politique. Oui, Jacques, technopolitique, vous avez raison. Pour la troisième fois, donc, je crains un shutdown à l'américaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les forces politiques ne sont pas capables d'afficher, à partir de septembre-octobre, de la stabilité. Vous êtes tous d'accord sur la crise de la modération qui va arriver. Budgétaire. De la modération dans les débats à l'Assemblée nationale, de la stabilité politique. Nous allons vers une crise sans précédent. Parce que nos créanciers, les gens qui tous les jours, nous prêtent de l'argent pour payer nos finances, vont dire, attendez, c'est terminé, on prête plus. Et là, on a un schéma à la grecque qui arrive. La Grèce de Mitsotakis, c'est la Grèce qui, il y a quelques années, s'est retrouvée bloquée avec la BCE qui a dû... Il faut empêcher le shutdown, et j'en appelle aussi à la gauche modérée. J'en appelle aussi aux députés socialistes. J'en appelle aussi à François Hollande, qui a quand même été président de la République. Vous leur dites quoi? Je leur dis, mettez-vous autour d'une table, et au lieu de vous focaliser sur un programme mensonger d'un SMIC à 1 600 €, d'une retraite à 60 ans, trouvons ensemble les moyens de préserver le système, de faire des économies en effet dans nos dépenses sociales, de lutter contre la fraude et de mener des défis ensemble. Sinon, je vous le dis, c'est le shutdown. En un mot, mettez-vous d'accord. Le socialiste Baptiste Ménard, la pression est sur vous là, parce que au fond tout le monde est d'accord, y compris vous, sur l'idée qu'on risque, s'il n'y a pas de solution technique sur le budget, on risque d'être en impaiement, en shutdown, pour reprendre le plan milicisme, et en crise de régime, nous dit Jacques Miard. Et là, tout le monde se tourne vers vous en disant, allez, les modérés de chez vous, venez dialoguer, venez gouverner avec la droite et le centre. C'est là qu'il y a une petite difficulté, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Il y a une difficulté pour vous dans votre propre camp. Non. Dans votre propre camp. C'est là où il y a une difficulté politique et de lecture politique des résultats du 7 juillet dernier. Non. En face. Puisque c'est ce que je disais, personne n'a gagné, mais néanmoins, la première force politique en termes de coalition, c'est le nouveau Front populaire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire, effectivement, c'est le programme du Front populaire qui doit s'appliquer, lui et lui seul, parce qu'évidemment, il n'y a pas de majorité pour le faire, mais ça veut dire quand même que celles et ceux qui ont également perdu et qui ont moins de députés que nous, doivent quand même prendre acte de cela. Ça veut dire Thomas Elexozer, il vient de vous dire, on a compris, mais venez discuter avec nous. C'est pourquoi, moi, je souhaite qu'il y ait une discussion, mais cette discussion doit se faire sur la base du projet que nous avons défendu, puisque c'est la première force politique en termes de nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que nos auditeurs ont bien compris qu'entre le centriste Thomas Elexozer et le socialiste Baptiste Ménard, il vient de se passer une discussion. Il y en a un qui nous dit venez discuter avec nous, et l'autre qui dit non, venez discuter avec nous sur notre projet. On n'y arrivera jamais. Mais si, on va y arriver, parce que le même Baptiste Ménard nous dit qu'il ne peut pas travailler avec Mélenchon, donc ne me dis pas que c'est la première force alors que les socialistes refusent de travailler et de respecter Mélenchon et son programme et ses délires. Elle est là votre contradiction, Baptiste. Nous ne nous alignons pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur les outrances et la radicalité de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr que non. Mais pour autant, nous avons bâti un projet politique sur lequel, effectivement, il y a eu un rassemblement. Vous avez menti aux Français, Baptiste. Moi, je veux bien que vous refaites à chaque fois le débat là-dessus. La réalité, c'est que nous devons avoir l'esprit de responsabilité dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des Français, et que donc, il faut que chacun fasse un pas. Vous dites tous qu'il faut être responsable, mais personne ne veut discuter avec personne.
peut-être que nous faisons un pas en disant qu'effectivement, le programme du nouveau Front populaire ne peut pas s'appliquer en tant que tel, mais qu'il doit être une base de discussion sur laquelle nous pouvons effectivement bâtir des convergences demain, encore une fois, dans l'intérêt du pays. Moi, je suis perdu comme tous les auditeurs. On voit quoi, comme tous les citoyens, on voit que vous dites, il faut discuter, discutons, mais personne veut aller vers l'autre, traverser la rue. Benoît Perrin, une toute petite Alors, une je fais phrase. pas de politique, mais c'est vrai qu'il faut absolument que vous mettiez d'accord, parce qu'en fait, si vous mettez pas d'accord, c'est encore une fois les instances internationales qui vont nous mettre d'accord. Donc je veux dire, tant qu'on n'aura pas compris que le sujet numéro 1 aujourd'hui en France, c'est l'équation budgétaire, le Fonds monétaire international, on court à la catastrophe. Et moi je veux bien qu'on parle de tous les sujets, si vous voulez, mais en fait, il y a quand même le sujet budgétaire. Si on met pas ça au centre d'un accord que vous devez avoir, notamment sur la réduction, encore une fois, du train de vie de l'État, eh bien on court à la catastrophe. Jacques, c'est la pub normalement. Alors une phrase, je vous donne la parole si vous me promettez que c'est une phrase, parce que là c'est la pub normalement. Jacques Miard. Ah bah ouais, soyez sympa, Jacques. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Thomas quand il a parlé de shutdown. On est exactement dans ce cas de figure, dans le cadre des traités européens, où les États sont soumis à l'arbitrage des marchés internationaux. Donc vous dites qu'il faut sortir les traités européens. Non, je dis pas qu'il faut sortir, ça c'est pas vrai. Je dis qu'il faut réformer un certain nombre de points et retourner aux avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement. On l'a compris. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Merci Jacques, merci à tous sur ce débat. C'est pas fini. On va essayer de se mettre d'accord sur une autre dimension. Tout d'un coup, un changement dans la diplomatie française, le Sahara occidental, le Maroc vers lequel le président de la République avec lequel il essaye de se réconcilier, le roi du Maroc, il lui écrit et lui dit on est sur votre position sur le Sahara occidental, mais alors du coup, c'est une catastrophe du côté algérien, un coup de tonnerre. Les Algériens sont très en colère contre la France. On y revient tout de suite dans Mettez-vous d'accord. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Thierry Guerrier. Avec nos 4 débatteurs, la tradition de Valérie Expert qui est en vacances. Avec nous ce matin, Jacques Miard, maire de Maison Lafitte dans les Yvelines et qui a été candidat aux législatives LR RN, c'est-à-dire LR Ciotti. Thomas Elexoser, centriste, secrétaire général du groupe Les Centristes et élu départemental, conseiller départemental de l'Eure, la Normandie. Baptiste Ménard, lui, c'est un peu plus au nord. On est à Mont-Saint-Barreuil dans le nord et vous êtes adjoint au maire socialiste Baptiste, et Benoît Perrin qui lui représente plutôt les citoyens, je dirais, avec les contribuables associés, votre association qui suit de près la question des finances publiques. On vient d'avoir un gros débat, Benoît, évidemment, grâce à vous et à Jacques Miard sur ce sujet. Alors moi je voudrais vous emmener sur un autre terrain qui est celui de la politique internationale, la politique étrangère, la diplomatie française qui là tout d'un coup vient de prendre un virage. Ça faisait des mois qu'on soulignait la difficulté de la relation entre Paris et Rabat, entre le président de la République Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, à tel point, souvenez-vous, qu'au moment du tremblement de terre récent dans le centre du Maroc, à Marrakech, eh bien, les services de secours norvégiens, russes ont été acceptés, qui sont venus porter une aide aux Marocains dans ce drame, mais le roi du Maroc a refusé que les services de la sécurité civile française, qui se proposaient aussi d'aller aider nos amis marocains, ne viennent. C'était un grand symbole de la déchirure. Eh bien là, Emmanuel Macron a choisi la réconciliation. Est-ce qu'on est vers la réconciliation avec le Maroc, puisqu'il décide de donner gain de cause au roi du Maroc, Mohamed VI, dans la problématique du Sahara occidental que se disputent Algérie et Maroc. Et du coup, c'est un coup de tonnerre chez les Algériens, et le régime algérien décide de rappeler son ambassadeur à Paris, son ambassadeur de France, de l'Algérie en France, à Alger. Donc l'ambassadeur à Paris d'Algérie est rappelé à Alger. C'est un signal que ça va pas du tout. Puis ils vont pas en rester là. On dit que par exemple l'Algérie pourrait refuser de récupérer les OQTF qui sont renvoyés dans leur pays en nous les laissant. Voilà. Bon, alors comment réagissez-vous à cette décision du président de la République? Est-ce qu'il a eu raison? Jacques Miard. Écoutez, c'est une vieille histoire parce que l'Algérie a toujours soutenu le Polisario. Et je me souviens l'État marocain, contre l'État marocain, que le Marocain a toujours dit que le Sud-Ouest était partie intégrante, je dirais, de l'empire chérifien. Donc on est dans la quadrature du cercle.
Premièrement, je relève que les Américains soutiennent le Maroc dans cette optique, que Israël soutient le Maroc dans cette optique, et que nous, on rallie maintenant le Maroc. Il est évident qu'on va le payer du côté, entre guillemets, du côté de l'Algérie, qui a pour politique constante depuis toujours. La frontière est fermée entre l'Algérie et le Maroc, comme vous le savez, et elle a toujours donné asile aux gens du Polisario, et elle a toujours aidé militairement le Polisario. Ils sont des rebelles du Sahara occidental contre l'État marocain. Voilà, contre des rebelles du Sahara occidental. Donc c'est une quadrature du cercle. Aujourd'hui, on fait le pari, bien évidemment, que c'est le Maroc, dont acte. Eh bien, on va voir comment ça évolue. Mais il a raison, Emmanuel Macron, de faire ce choix, selon vous ? C'est un choix politique dicté par un certain nombre de considérations au regard de nos intérêts à la fois économiques et politiques, mais il est évident que l'Algérie, il faut pas l'ignorer, et que c'est un État qui est clé dans le Maghreb, entre le Maroc, l'Algérie, Tunisie. Donc ça va être assez difficile à gérer pour nos diplomates. Au passage, on voit bien que quand Macron a supprimé le corps diplomatique, eh bien c'est une faute, et qu'on devrait. J'en profite pour le rappeler, parce que ça c'était un scandale des scandales, hein. Et donc il faut rétablir une politique étrangère indépendante, qui soit ni vassal des Américains, ni vassal de Moscou, ni vassal de Bruxelles, ni vassal des Allemands. Nous devons avoir notre propre politique étrangère indépendante. Bon, alors ça c'est l'opinion de Jacques Miard. Baptiste Ménard, vous me disiez, pourquoi ça tombe maintenant ? Pourquoi cette décision maintenant ? Vous êtes étonné de la décision du président de la République ? Oui, c'est vrai. Je suis un peu, j'ai été très surpris par la temporalité, le timing de cette annonce. Est-ce le rôle du président de la République? Est-ce le rôle de la France de prendre parti sur ce dossier du Front Polisario, qui est quand même un dossier extrêmement complexe, avec le risque, on le voit bien effectivement, de se fâcher avec les dirigeants algériens. Ils ont déjà rappelé leur ambassadeur. Qui peut avoir des conséquences directes, je pense, sur les matières premières qu'ils nous fournissent. Vous voulez nous dire quoi? Alors, vous voulez nous dire que finalement, le président de la République a profité de la trêve pour prendre une décision qui aurait appelé un consensus politique qui ne peut pas exister en ce moment en France? Oui, et puis surtout, je pense que, encore une fois, le dossier étant assez complexe, je pense que ça aurait mérité un débat au Parlement. Parce que quand même, depuis 2007, la position de la France, c'était de considérer que le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse, une base sur laquelle on pouvait s'appuyer pour discuter et aboutir à une solution qui soit négociée, consensuelle. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'effectivement, on sait bien que l'Algérie en fait aussi une question... Il aurait dû attendre Macron, c'est ça que vous nous dites, au fond. Je m'interroge vraiment sur, effectivement, le timing qui est choisi par le président de la République. Et Thomas Alexander ? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'il fallait remettre les conditions d'une entente et d'une amitié avec le Royaume du Maroc. Qui est de plus en plus puissant économiquement et qui pèse sur un pays extrêmement puissant, mais qui est extrêmement puissant dans la région aussi. Et dans l'Afrique de l'Ouest. Et qui dynamise l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Nous devions renouveler cette amitié, redresser cette amitié. Le ministre des Affaires étrangères était hier à la fête français, du trône Stéphane Séjourné à Paris, en présence des membres du gouvernement. À l'ambassade du Maroc. Je crois que Rachida Dati était au Maroc. Il y a eu aussi avec l'Algérie des relations très complexes ces derniers mois, ces dernières années. Et le dialogue, je pense, est à construire avec le Maroc davantage. Est-ce que le président de la République n'a pas finalement fait le choix d'une puissance économique contre un pays, l'Algérie, qui finalement ne sort pas de la mémoire de la guerre d'Algérie et qui n'arrive pas à s'entendre avec nous et qui nous le reproche en permanence, alors qu'il y a quand même, depuis les années 60, c'est réglé, c'est fait. Donc est-ce que c'est pas un peu ça le choix Je pense pas qu'il faille penser qu'on choisit un pays plus qu'un autre par raison économique. Je pense qu'il y a un choix de conviction qui a été fait aussi. Benoît Perrin. Moi, je pense qu'au contraire, c'est les pouvoirs économiques en fait qui ont décidé. Moi, je pense que on n'a jamais compris pourquoi Macron, depuis sa prise de pouvoir, a toujours privilégié l'Algérie par rapport au Maroc. Et on sait en plus que ces deux pays-là sont quand même très concurrents. Parce qu'ils voulaient en sortir de la guerre liée à la guerre d'Algérie, de l'affrontement permanent des nouvelles générations. En tout cas, ça a fâché considérablement le Maroc. On lit même ce matin dans la presse que le roi du Maroc refusait de le prendre au téléphone, ce qui est quand même extraordinaire. Il a montré jusqu'au bout sa dureté. C'est vraiment, on a l'impression qu'en tout cas la diplomatie
il faut choisir soit le Maroc, soit l'Algérie, mais on peut pas. La position d'équilibre est très difficile à tenir. Et donc je pense qu'au contraire, c'est donc du coup les pouvoirs d'affaires en fait qui ont imposé cette décision. Ne serait-ce que des chiffres, les investissements en Algérie, c'est à peu près 2,5 milliards par an. Enfin, en tout cas, en 2022. Le Maroc, c'est 4 fois plus. On est à peu près aux alentours de 8 milliards. Et on voit bien qu'en fait, les hommes d'affaires français commençaient à en avoir un peu marre des vexations qu'ils subissaient de la part de l'administration algérienne, puisqu'on sait que c'est assez difficile. Aussi, et marocaine aussi, exactement. Qui favorisait le business, mais qui disait il faut qu'on se réconcilie. Exactement. Et je pense qu'au final, c'est donc les chefs d'entreprise qui ont fini d'achever le changement de position de Macron. Ça vous donne un peu raison, alors, Jacques. Moi, je vais vous dire, je suis intimement convaincu qu'effectivement, le business poids économique a prévalu. Et puis, il y avait aussi un deuxième aspect, c'est qu'on s'est fait tellement taper dessus par les Algériens, alors même que Macron l'a cherché, parce qu'elle allait dire à 2 reprises en Algérie que la France avait commis des crimes contre l'humanité, c'était donner des verges pour se faire battre. Hein. Donc là, je suis convaincu qu'on a choisi un partenaire économique avant tout, et aussi un partenaire, ça vous plaît pas, ça traditionnel. Ben, moi je suis pas contre. Simplement, on va le payer de l'autre côté, et c'est là où ça va être extrêmement difficile. On va avoir des difficultés. Mais cela étant, il y a aussi l'aspect du Maroc qui a des entrées dans toute l'Afrique, je dirais subsaharienne, et qui peut être plus efficace que les Algériens. Encore que, je n'en sais rien, parce que l'Algérie a un pouvoir de nuisance assez déterminé. Oui, bien sûr. J'évoquais à l'instant les personnes qui sont sous OQTF et qu'on veut renvoyer parce qu'elles ont commis un délit ou un crime en Algérie, par exemple. Hein, si l'Algérie refuse de les reprendre, ben, ce sera en effet très compliqué. Alors, vous voyez, ce matin, on n'a pas parlé d'Israël. On aurait pu parler d'Israël qui a tapé en supprimant, puisque c'est le terme, en tout cas, elle a assassiné le chef du Hamas, ou en tout cas, elle a répliqué militairement Israël. Mais oui, Thomas Alexoder. Oui, c'est un fait d'actualité très important, hein, l'exécution. Je lance pas le débat, je disais juste qu'on aurait pu en parler, mais juste un mot, Thomas. Je pense juste qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, à savoir comment est-ce que l'Iran va ou ne va pas réagir à cette exécution sur son sol. Oui. Mais malgré tout, ça montre aussi, je trouve, l'impunité. Le chef du Hamas assassiné sur son sol. L'impunité de ce chef du Hamas qui voyageait librement, sans aucune contrainte, tantôt au Qatar, tantôt en Turquie, tantôt en Iran, qui est quand même celui qui a déclenché la guerre. Octobre, sans être c'est lui place, qui a déclenché évidemment. la guerre entre Israël et la Palestine. En tout cas, je ne m'attendais pas, alors qu'on voit bien qu'on rentre dans non pas la torpeur, mais dans la relative tempérance de l'été, hein, liée à la chaleur, liée aux vacances, liée aux JO. On est sur autre chose, et on a tous envie d'être sur autre chose et sur les vacances. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez autant de sujets ce matin, de débats passionnants, tous les quatre. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous êtes mis d'accord quand même. Merci Jacques, merci Benoît. Oh les cœurs, le combat continue. Merci Thomas et merci Baptiste, merci à tous les quatre. Et vous serez à nouveau, bien sûr, peut-être là dans les jours qui viennent ou au mois d'août. Et bien sûr à la rentrée avec Valérie Expert, vous serez à nouveau nos invités sur Sud Radio. Merci à tous et à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.